Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors hier encore, j'ai comparé un peu l'amour à une addiction parce qu'en effet, notre cerveau nous entraîne toujours à vouloir revivre les moments merveilleux de notre histoire d'amour, même si on sait que c'est fini. Eh bien, Laurent Carilla nous dira ce qu'il en pense dans un instant. Et puis grâce à lui, puisqu'il est spécialiste des addictions, nous allons voir quels sont les points communs entre l'addiction et la passion. Et on ne parlera pas uniquement de la passion amoureuse parce que bien des passions peuvent nous entraîner loin, très loin, tant sur le plan financier que sur d'autres plans. Par exemple, j'ai eu la passion des chevaux, ça je crois que beaucoup d'entre vous le savent. Il faut bien reconnaître qu'elle fut terriblement chronophage et elle m'a sans doute fait rater des choses intéressantes dans ma vie. Alors Laurent Carilla, justement, va pouvoir, si vous avez une passion ou si vous êtes dans l'addiction, il va pouvoir vous aider à savoir comment vous protéger, parce que l'essentiel dans la vie, c'est évidemment pas de se refuser ses désirs, de ne pas aller dans la passion, parce que c'est aussi très excitant la passion, mais c'est de se protéger de tout ce qui peut nous mettre en danger. Alors vous avez des questions, vous avez envie de parler de votre passion ou de votre addiction, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Laurent Carilla. Bonjour Brigitte. Et vous aussi vous avez des passions. Moi j'appelle ça les addictions positives même. Ouais. Oui. À la musique moi. Oui, je sais bien. Oui, les addictions positives, c'est pas mal parce que j'ai rajouté le mot positif exprès. Ouais. Et alors quelle est la différence entre une addiction et une addiction positive ? Une addiction, c'est une maladie chronique, c'est que négatif. On souffre, on consomme pour pas souffrir, peu importe, des substances ou des comportements. Et moi, j'ai rajouté le mot positif derrière parce que j'ai trouvé que finalement, il y a certains symptômes de l'addiction, sans être tous les symptômes pour faire la maladie, qu'on retrouve dans le phénomène de passion, comme vous parlez. Alors prenons par exemple la passion pour le sexe, puisque oui. Après tout c'est une. Il y a des gens qui sont hypersexuels sans problème. Voilà, et c'est pas une addiction, on est bien d'accord, puisque ça ne les fait pas souffrir, mais en même temps c'est très chronophage. Ouais. Mais ça fait plaisir. Ça coûte parfois très cher quand on paye un peu. Oui, mais si ça fait plaisir. Oui, bien sûr, mais et ça éloigne aussi peut-être, et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Je trouve qu'une passion, quelle qu'elle soit, va nous éloigner un petit peu de notre entourage, va peut-être parfois même nous faire refuser des choses qui professionnellement seraient quand même plus intéressantes. Enfin, elle passe avant tout la passion. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Oui, oui et non. Oui, parce que moi je prends mon exemple perso. Allez-y. Moi je suis fan du groupe Kiss, d'accord, et fan de musique hard rock, metal, etc. Mais du groupe Kiss. Donc j'achète, tout. Je collectionne, j'achète. Voilà, j'achète par exemple tous les pressages vinyles de tous les pays du monde. Oui, bon, j'ai du temps encore pour remplir ça, mais ça m'éclate en fait. Alors c'est vrai que je dépense un peu d'argent. Ma femme peut un peu de temps en temps me dire ouais t'exagères. Après c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai que je peux aller voir, enfin maintenant ils sont à la retraite, mais je peux aller voir Kiss dans d'autres villes de France, etc. Mais c'est toujours dans un truc de kiff, quoi, de plaisir, en disant. Non, mais j'ai pas. Voilà. Encore une fois, moi je suis pas pour juger. Non, mais parce qu'on peut se dire, c'est vrai, vous avez raison, on peut se dire, je vais aller faire ça à la place, je sais pas, d'aller dans un dîner de famille ou. Mais forcément, je veux dire, mais et ça encore joue une fois, forcément. Pourquoi pas j'ai pas du tout envie, parce que moi je suis la première à penser qu'au contraire. Mais vous êtes une kiffeuse, Brigitte. Mais bien sûr, et je suis la première à penser que les passions, les collections aussi, quand on est collectionneur, ça donne du sens, des buts, etc. Donc je suis pas du tout pour nier ça. Je suis juste pour qu'on trouve un tout petit peu quand même le juste milieu. Ouais, c'est vrai. Parce que parfois. Mais après, quand c'est débordant, ça devient un peu ça peut être pathologique. Si vous commencez à dépenser tout votre argent. Si vous n'aviez pas autant de travail à l'hôpital, vous n'auriez, ça pourrait peut-être poser un problème dans votre bilan matériel du foyer, par exemple. Ouais, mais alors là, vous gagnez bien votre vie, donc ça va. Ouais, comme vous me connaissez, je pourrais gagner mieux ma vie. Moi, je travaille que dans le public. Mais comme vous me connaissez, Brigitte, maintenant depuis longtemps, c'est que moi, je peux pas faire qu'un seul truc. Donc, je suis à l'hôpital, je suis à la fac parce que je suis prof. J'écris des bouquins, je me fais kiffer en fait. Tout ce que je fais, et le dernier d'ailleurs est formidable. Merci, justement, Brigitte. Puisque c'est quand même un livre qui nous enseigne à justement prendre du plaisir. C'est quand même un livre c'est aux éditions Fayard, je crois. Aux éditions HarperCollins. Pardon, excusez-moi. Donc, je crois que c'est vraiment important de bien faire prendre conscience que c'est chouette. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont absolument pas de passion sont souvent tristes. Ils sont tristes, bien sûr. On est bien d'accord. Mais
attention de ne pas se laisser envahir par sa passion. C'est juste... C'est vrai, mais d'ailleurs, si les auditeurs et les auditrices veulent m'envoyer des trucs de Kiss, moi je les accepte volontiers, par exemple. Très bien, le message est passé. Le message est non, passé. mais il y a ce truc qui m'anime, vous voyez, par exemple, j'ai des copains ou des copines qui vont à l'étranger. Ouais. Eux, ils vont à l'étranger pour des voyages professionnels ou je sais pas quoi, ou de famille et tout. Et je leur dis toujours, écoute, si tu trouves un truc de Kiss, rapporte-le-moi, file-moi ton RIB, je le paye, ou on s'arrange, quoi. Et tout le monde joue le jeu, en fait. Donc c'est-à-dire, ça alimente quand même on aussi. a envie de vous faire plaisir, vous êtes tellement généreux, Brigitte. tellement sympathique, Laurent Carilla. Il y a pas de souci, il y a pas de Mais souci. ça alimente le truc, en fait, vous avez raison. Et alors, je voulais revenir sur cette question de l'amour et du côté, justement, addictif. Lorsqu'il y a une histoire d'amour qui va bien, très bien, tout va bien, pas de souci. Quand une histoire d'amour commence à aller moins bien, je trouve que ce qui nous fait avoir du mal à prendre la décision de quitter, c'est qu'il y a toujours cette sorte de rappel de mémoire des moments qui allaient bien et l'espoir que ça revienne. Bien et sûr. donc, on reste accroché alors que malheureusement, ça marche plus. Mais ça, c'est une fonction de base de notre cerveau, en plus. C'est-à-dire que notre cerveau se rappelle toujours des bons moments, en fait. Il se rappelle, vous voyez, quand vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé follement amoureuse ou amoureux de lui, vous vous rappelez de ces moments. Et vous vous rappelez un peu moins le cerveau se rappelle un peu moins de toutes les disputes qu'il peut y avoir, de toutes les prises de tête, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a une interaction entre deux personnes qui est proche de cette addiction positive, en fait. Après, elle peut basculer chez certains moi j'appelle ça l'adamour, l'addiction amoureuse. Et l'addiction amoureuse, c'est que du négatif, en fait. C'est parce qu'on va souffrir pour tout. Tu vas me manquer, je vais être en manque comme un drogué, je vais avoir des envies de te voir. Alors dès qu'on va se voir, on va s'engueuler. Vous voyez, tous les symptômes de l'addiction vont se répercuter sur le sentiment amoureux. Et là, ça va être difficile. Mais on a en mémoire, nous, ce qui nous fait du bien. C'est ça, Toujours. Oui, et alors parallèlement, et c'est ça qui est quand même curieux, c'est que lorsqu'on vit une peur intense, un traumatisme, eh bien ça reste aussi très très marqué. Pourtant, c'est un truc désagréable. Ça reste marqué, mais ça peut rester aussi très inconscient. Alors que Non, c'est dans l'enfance. Ouais, oui. c'est ça, dans l'enfance, dans l'adolescence. Mais vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a été victime d'un attentat, il peut faire un stress post-traumatique. Donc son cerveau a enregistré cet événement horrible, etc. Et ça peut aller très très vite, en fait. Le cerveau déconnecte sur certaines choses, en fait. Donc il y a ces deux éléments-là. Oui, vous voulez dire qu'il va avoir tendance à remettre dans l'inconscient le moment traumatique. Mais ça va être dur à gérer dans la vie réelle. Parce que c'est trop violent, justement, voilà, trop difficile. Et comme le psychisme, quand même, essaye de nous sauver, tout ce qui est trop difficile, on le met dans le tiroir. On le met dans le tiroir et on essaye de compenser. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir ? On ne sait pas ce qui se passe. Et certains peuvent commencer à prendre des drogues, de l'alcool. C'est là où on peut tomber dans l'addiction après un traumatisme. Être anxieux, plus dormir, etc. Parce que justement, on ne sait pas trop pourquoi on n'est pas bien. Exactement. Donc pour aller mieux, on boit une bière, une coupe de champagne, et puis deux, et puis trois. C'est ces racines-là qu'il faut arroser. On ne sait pas ce qui se passe, quoi. Donc en fait, à vous écouter, Laurent Carilla, j'ai l'impression que lorsqu'on a une sensation comme ça de mal-être assez diffus, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher l'origine de ce malaise, mais c'est pas facile. Mais il faut apprendre à se connaître aussi quand même. Et c'est quand ça devient, on va dire, difficilement gérable, où on fait un peu n'importe quoi, ça peut être pas forcément n'importe quoi de manière exagérée. Il faut se dire, peut-être je vais aller voir ce qui se passe. Peut-être je vais aller en parler avec quelqu'un. Et vraiment, moi, je recommande ça. Même pour des gens qui vont d'allure bien, on peut aller voir quelqu'un et aller explorer des petits trucs. Et puis c'est parfois très, ça va très vite parfois, bien sûr. Et bien justement, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Soyez addict à Laurent Carilla et à Brigitte. Et à moi, bien sûr. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. C'est André Berkoff. Vous êtes 900 000 abonnés à nous suivre et vous nous manifestez tous les jours votre satisfaction. Vous nous aimez et nous, on vous aime. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La passion, les addictions, on en parle avec Laurent Carilla, psychiatre, qui est avec nous. Vous êtes un des premiers à avoir beaucoup travaillé sur les addictions. Et puis, vous êtes aussi quelqu'un qui nous invite à en avoir des addictions, des passions, qui nous invite surtout à profiter de la vie, puisque votre dernier livre, Docteur Addict ou pas, aux éditions HarperCollins, vous nous montrez bien, Merci, qu'on est
Enfin, on est presque obligé, si on veut être heureux, d'avoir quand même se stimuler, un peu de choses agréables. Bien sûr. Sinon, je vous adore, Brigitte. Et c'est Eva qui commence. Bonjour Eva. Oui, bonjour Laurent, bonjour Eva. Brigitte. Merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Merci à vous Eva d'être avec nous. Merci. En fait, moi je voulais vous parler d'une addiction au travail. Oui, ben oui, vous avez raison, ça existe. Addiction au travail qui peut être une passion, mais qui peut devenir une véritable addiction. Alors, tout va dépendre, parce que pour moi, il y a deux sortes d'addiction au travail. Il y a l'addiction parce qu'on adore son travail et que finalement, c'est pas un travail, c'est presque un art, enfin, etc. Et puis, il y a l'addiction au travail qui permet de ne pas être trop souvent au foyer. Je sais pas si... C'est exactement ça. Mais vous avez raison, j'en parle dans le bouquin d'ailleurs. Il y a, ce que vous dites là, il y a ce qu'on appelle la passion pour son travail. Ça existe, c'est une phase. Et après, cette passion pour le travail, elle peut être associée à ce qu'on appelle l'hyper-travail. Donc on travaille beaucoup. Et c'est vrai que c'est un peu chronophage. Mais quand on bascule dans l'addiction, on est comme un addict à des drogues. C'est-à-dire que le travail ne fait même plus plaisir. C'est ça. Et quand c'est une fuite pour pas rester avec son conjoint, c'est un petit peu. Ça parle de quelque chose. En fait, la passion du travail devient pathologique. En fait, quand il y a ça, si on n'a pas tous les symptômes d'addiction. Alors, dites-nous, Eva, où est-ce que vous en êtes vous? C'était le passé. C'est plus ça maintenant. Donc ça, c'était plutôt par rapport au fait de rester longtemps au travail pour ne pas être à l'intérieur du foyer. D'accord. Et ça, c'était donc une relation précédente? Oui, tout à fait. Donc, ça peut être souvent le cas des hommes quand ils viennent d'avoir un jeune bébé. Et du coup, de ne pas être trop présent à certains moments, en tout cas pour une certaine génération, et qui faisait que ça leur permettait en rentrant un peu plus tard, de ne pas avoir effectivement un certain nombre de tâches à faire dans lesquelles ils n'étaient pas forcément à l'aise, quoi. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez alors sur votre addiction au travail? Sur cette addiction-là, c'était pas la mienne, hein. C'était celle de votre conjoint. De votre conjoint, d'accord. Oui, tout à fait. Et du coup, ça présageait quelque chose de pas forcément positif par la suite, forcément. Parce que c'était forcément, c'était pas, je dirais, il y avait quelque chose, une sorte de fuite, effectivement. Oui. Et vous en avez souffert? Vous en êtes rendu compte assez vite ou déjà? J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris cet épuisement, en fait. Alors il y avait deux choses. Il y avait l'épuisement du fait d'un jeune bébé qui arrive, d'assurer financièrement et socialement, professionnellement. Donc cette pression sociale et familiale qui était importante. Et puis ce manque à l'intérieur du foyer, puisque la présence était importante pour pouvoir soulager par rapport à des actions qui peuvent être un peu lourdes à gérer tout seul, quoi. Oui, et puis on peut se sentir un peu abandonné parce que l'autre n'est pas là. On peut avoir l'impression que le travail est plus important pour lui que pour nous, donc ça fait du tiers qui est pas facile à accepter. Enfin, ça a des répercussions sur plusieurs plans, hein. Complètement. Mais c'était peut-être pas forcément une addiction au sens strict du terme. C'était peut-être justement, comme vous dites, une fuite liée à l'arrivée d'un bébé qui peut un peu perturber toutes les relations, etc., non? C'est un peu, je dirais... après, ça peut être aussi une découverte d'un principe de Peter. C'est-à-dire que c'est Peter Pan. Je dirais Peter Pan, d'ailleurs, plutôt. C'est de ne pas assumer complètement et de ne pas se rendre compte forcément de toutes les responsabilités. Et en même temps, c'est une sur responsabilité parce que il faut assurer... d'un point de vue financier et d'un point de vue présence, d'un point de vue statut social aussi, voilà. Ouais, complètement. Mais vous avez pu en parler ou en fait non, c'est resté. Ça a été, ça a été, mais après c'est compliqué. Et puis après il y a eu effectivement, du coup on prend du fait que ça se complique dans le nid, du coup on va chercher des ressources ailleurs et c'est souvent sur le lieu du travail et du coup il y a des choses qui se passent sur le lieu du travail. Alors là, on a encore moins envie de revenir. Oui, donc il a pris une maîtresse, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Et du coup, les choses se sont forcément
Oui, de ce qu'on vous dit, on a vraiment en effet l'impression que c'est un homme qui n'a pas assumé sa paternité d'une manière très inconsciente. Oui, c'est plus ça que de l'addiction au travail, je pense. Et donc ça a dévié sur plus de travail, et puis ensuite évidemment une autre femme qui n'était pas la mère de ses enfants. Non, mais je pense aussi qu'il y avait beaucoup d'addiction en amont de ça, de ce comportement-là. C'est-à-dire que ce comportement-là s'est manifesté sur cette relation-là, avec cette histoire-là, mais au préalable, il y avait du sport à outrance, il y avait du travail à outrance, il y avait, tout était à outrance en fait. Il y avait toujours des choses qui étaient faites d'une manière exponentielle. C'est intéressant ce que vous dites, Eva, par rapport au sujet du jour. Laurent Carilla, au fond, quelqu'un qui ne sait pas, entre guillemets, s'ennuyer, c'est-à-dire rester tranquille, c'est déjà un signe qui a besoin de remplir ce vide. Bien sûr. Et les comportements excessifs comme ça, ou à fond, c'est de remplir ce vide, qui est anxiogène en fait, ça, qui est source d'angoisse. Et il faut être occupé, il faut avoir la tête occupée, tout être occupé de partout, quoi. Et c'est vrai que pour certains qui sont un peu vulnérables, pour le coup, ils peuvent basculer dans une vraie addiction, maladie. Et est-ce que vous êtes d'accord? On dit qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus dans ce comportement-là, avoir du mal à simplement... parce que la société est très speed, on demande aux gens d'être très productifs, de faire tout très vite... de dépenser très vite, dans tous les sens du terme, et en fait c'est vrai que et ça a un impact sur nos enfants, les ados, etc. On leur dit mais ennuyez-vous, ils s'ennuient plus les ados. Les ados, il y a toujours faire, l'émotion, la notion de faire. Tout à fait. Et ils vont par exemple sur TikTok, quoi. Ils s'ennuient pas, quoi. Et ils zappent, et etc. Exactement. Etc. Oui. Et là, il faut réapprendre réapprendre la patience, la béatitude. Et vivre, profiter de l'instant présent surtout. Ouais, c'est ça. Et la béatitude qu'un enfant, un jeune bébé, vous apprend, parce que il faut que le rythme soit beaucoup plus calme. C'est sûr que si vous secouez l'enfant pour le changer, lui donner son biberon et hop, allez, dépêche-toi, avale, ça risque de le perturber pas mal, oui. Mais en même temps, c'est terrible aussi, parce que de ne plus savoir la patience, l'ennui, etc., ça rend la concentration plus compliquée. La tension même. Oui, absolument. Ça entraîne des problèmes respiratoires aussi, parce que comme par hasard, cette personne respire mal. Et maintenant, à même pas 50 ans, a un respirateur pour respirer. Donc ça entraîne plein de choses aussi dans sa manière d'être au quotidien aussi. Mais il fumait probablement, non? Pas forcément. Non. Mais du stress, peut-être, beaucoup de stress. Énormément de stress. Des métiers très stressants, ouais. Le stress, ça finit par contracter les poumons. C'est pas. Faire attention au stress. Ouais. Il faut qu'il apprenne à se relaxer et prendre le temps de vivre. Prendre le temps, ouais. Parce que si on prend pas le temps de vivre, on meurt très vite. On a le temps qu'on a et le temps qu'on prend. Donc c'est clair que... Donc après, on passe à un autre relais, en fait, je dirais. Eh ben merci Eva, en tout cas, parce que vous montrez bien que il y a énormément de lieux, d'endroits, de professions, de passions, d'activités qui sont signes évidemment d'un mal-être. Mais au fond, est-ce que c'est pas inhérent à la nature humaine, Il y en a forcément. On vit pas à Euro Disney, donc forcément il y a des moments où c'est top et des moments où c'est un peu moins bien, quoi. Oui, il faut être aussi indulgent avec soi-même. Exactement. Évidemment. Il faut se connaître, mais ne pas se juger et se critiquer. Merci Eva. On fait une petite pause et c'est Valérie qu'on va retrouver dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Laurent Carilla, psychiatre, nous évoquons l'addiction, la passion, et on vous invite évidemment à réagir, quel que soit le choix. Est-ce qu'on choisit d'ailleurs ça, c'est pas sûr. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Valérie. Et vous allez nous parler de passion, vous? Oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu une passion dévastatrice il y a 9 ans. Oui. Ça a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi de passion, tous les jours pareil, sur la même intensité, sur tout, dans tous les domaines. Pour un homme, donc.
Oui, bien sûr, oui, pour un homme. Et ça s'est arrêté brutalement parce que peut-être que j'étais épuisée et que lui, partait, revenait. Et là, à bout de force, quand il est revenu, j'ai pas accepté qu'il revienne. Cependant, pendant ces 2 ans, il y a eu ces allers et retours tout le temps. Ça a duré 1 mois, ça a duré 2 mois, des fois la séparation, mais on revenait tout le temps avec la même intensité. Et 2 ans et demi après, il est revenu. Et c'était pareil en fait. J'ai ressenti en moi cette même intensité, alors. Du coup, je m'interroge parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu confondu l'amour avec la passion, mais on est dans le même schéma qu'une addiction en fait. Et le sevrage, il a été extrêmement dur. Et je sais même pas si si je pense qu'aujourd'hui ça va, mais voilà, c'est extrêmement difficile. Et toutes ces choses qu'on dit sur les addictions, que voilà, il faut se sevrer, qu'en 28 jours, 21 jours, etc., il y a un délai, que ça va aller mieux après, qu'au bout de 3 mois tu verras, tu vas y arriver. Mais non, en fait, c'est faux, en fait. Le corps, il réclame, en fait. Il y a un truc à l'intérieur qui est plus fort que la raison, en fait. Il n'y a pas de modèle pour l'amour, en fait. C'est pas le même modèle que pour les drogues. Les drogues, ça peut être... Mais c'est vrai que ça peut être très très long. Et puis il y a ça remue plein de choses à l'intérieur aussi. Et puis ça dépend des personnalités des uns et des autres, du tempérament, de l'histoire personnelle, etc. Et puis l'addiction amoureuse, ça peut être redoutable. Mais dans ce que j'entends comme ça, Valérie, j'ai l'impression qu'il y avait surtout une sexualité qui était top de top, non ? Ah complètement. Voilà, parce que c'est ça qui fait que c'est très très... Parce que moi je trouve que la sexualité, quand elle est comme ça aussi vibrante, intense, c'est pas loin d'une drogue. Quand on est c'est une drogue. Vous êtes d'accord sur le plan hormonal, de toute façon, ça a été prouvé. Même sur le plan cérébral, c'est une drogue. Donc c'était ça le problème. C'était pas la personne en elle-même, c'était ces moments intenses de charnel que vous aviez avec lui, et quand vous n'en aviez plus, ça vous manquait. Oui, mais oui, je suis d'accord avec vous. Et effectivement, ça fait le parallèle avec ce que je vis peut-être actuellement dans une relation qui est assez discontinue. Donc on se voit pas, mais quand on se voit, c'est toujours sur le même niveau d'intensité. C'est les corps qui s'appellent en fait. Alors je sais pas si c'est de la passion, mais en tout cas il y a un magnétisme extrêmement fort que lui et moi on n'a pas avec les autres, et c'est extrêmement troublant parce que je crois qu'à un moment donné on s'appelle, on s'appelle cérébralement, et puis physiquement, et quand on se croise, quand on s'est pas vu depuis 2 mois, oui, on finit la nuit ensemble, quoi. Vous êtes des neurones miroirs, quoi. Peut-être. Et il y a ce bien-être en fait aussi. Il y a pas que l'aspect sexuel. Il y a cette espèce de bien-être de comme si on rentrait à la maison en fait. Vous voyez. Oui, mais il y a cette plénitude après le moment intense de sexualité. Il y a cette plénitude. Et c'est là où on pourrait quand même dire que c'est différent d'une drogue, parce que ça apporte quand même, ça apporte à nouveau de l'énergie, ça ressource. C'est plus du plus que du moins. C'est quand même, c'est excellent pour la santé sur le plan hormonal, neuronal. Donc c'est quand même pas une drogue, mais ça se comporte comme. Il y a ce sentiment de manque si c'est trop longtemps absent. Oui, mais c'est pas un manque, comment dire, la personne à moi, elle me manque pas en fait. La personne avec qui j'ai cette relation-là actuellement, elle ne me manque pas. Alors que il y a 10 ans, c'était invivable, c'était invivable. Peut-être que vous êtes devenue plus sage, plus mature, Valérie. Peut-être que c'est ça, peut-être. Mais en attendant, aujourd'hui, pour se défaire de ce type de relation, on fait comment ? Parce que c'est pas une drogue, ok, parce que c'est pas mauvais. Et effectivement, j'avoue, maintenant que vous le dites, quand on se voit, après, il y a un espèce de regain d'énergie, de plein de belles choses en fait. Enfin, moi, je me remplis en fait de mon énergie. Et en plus, vous avez pas l'air d'en souffrir, donc je vois pas pourquoi vous voudriez arrêter. Qu'est-ce qui vous dérange dans... Moi, ça me dérange pas, mais c'est plutôt lui que ça dérange, puisque je suis beaucoup plus âgée. Je suis plus avec lui, et ça, c'est pas compatible avec une relation. Alors, d'abord, je suis pas sûre que ça le dérange. C'est pas grave, ça. C'est ce qu'il dit, en fait. Donc, ah oui, ça le dérange. C'est verbalisé.
Ouais, c'est verbalisé. Ouais. C'est son problème. Si vous, ça vous dérange pas. Ah non, moi ça me dérange Bah pas. alors, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Moi, la situation, elle me convient parce que, moi, je suis assez indépendante et assez libre. Et du coup, moi, ça va. Mais c'est vrai que, il y a des fois, j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin, que ces moments, que ces évasions, que ces parenthèses, en fait. Hein. Voilà, mais au final, ça convient. Ouais, ça Ça vous fait du bien. Et c'est là où peut-être la différence d'âge fait qu'il n'a pas envie de s'engager plus. Parce qu'il veut peut-être avoir des enfants, ou enfin, j'en sais rien. Ah non, il y a pas une différence d'âge à ce point-là. Il y a que 8 ans d'écart. Hein. Moi, j'ai 53 ans, donc il est pas non plus, il est pas très, enfin, il est. Non, il est jeune quand même. 45 ans donc, hein. Voilà, Vous êtes jeunes tous les deux. Oui, on alors est franchement, jeunes tous les deux. Non, mais complètement. je vois pas le problème. Alors, à mon avis, parce que je commence un petit peu à connaître les garçons, Valérie. Brigitte la sage va parler. À mon avis, c'est la bonne excuse qu'ils vous donnent pour pas s'engager. Hein. Oui, mais après, peu importe, parce que moi, j'ai envie vraiment de m'engager. Je pense pas. Non, j'ai bien compris que vous étiez pas moi, absolument. Je suis pas prête à ça non plus. Mais J'ai pas envie de ça doit lui faire peur, cette dépendance. Cette dépendance doit lui faire peur, parce qu'il y a une dépendance quand c'est intense comme ça. Oui, mais du coup, c'est ça, en fait. Mais c'est pas reconnu comme tel, en fait. C'est-à-dire une incompréhension. À chaque fois qu'on se retrouve comme ça, parce que lui, il rencontre d'autres gens et puis il essaye avec d'autres personnes et puis moi aussi. Hein, mais au final, ça, au bout de 3 mois, ça capote et puis on se retrouve comme si c'était hier et on se dit tous les deux, mais on va jamais s'en sortir en fait. Mais non, parce que vous êtes compatibles parfaitement. Bah oui. Vous êtes histocompatibles, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas vous mettre ensemble. Enfin. Ouais. Dites-lui qu'il nous appelle, on va lui parler. C'est lui qui devrait vous appeler. En fait. Non, dites-lui qu'il nous appelle, on lui parle tout de suite. Voilà, on va. On va vous régler votre histoire parce que là, voilà, on sait, vous êtes des neurones miroirs, vous êtes compatibles. Par contre, c'est complètement ça. Hein. On est vraiment, il y a cette dimension-là en plus. C'est pas que sexuel, non. Il y a des choses qu'on vit en parallèle et voilà. Oui, mais en plus vous disputez pas, il n'y a pas de conflit. Non, enfin, je veux dire. Non, donc Bon, dites-lui de nous appeler. Allez, Brigitte, vous êtes d'accord? Absolument. Vous lui donnez notre numéro. On va lui parler vrai, Valérie. Comme le dit Sud Radio. Bon, mais en tout cas, merci de ce témoignage parce que oui, il y a quelque chose qui est quand même. C'est ce côté, comme on disait tout à l'heure, Brigitte, la passion, la limite. Et un peu de l'addiction et des symptômes qui se mélangent, quoi. Oui, mais c'est vrai. Mais vous n'avez pas l'air d'être addict, hein, Valérie. Voilà. Je sais pas que je suis. Si, quand même un peu. Non, vous êtes follement passionné et ça c'est beau. Ah oui, mais ça c'est voilà. Pour tout, ça c'est pour tout. Je viens intensément, j'avoue. Mais je prends le temps de vivre. J'ai bien écouté ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je prends le temps de vivre. C'est cadeau. Et j'apprécie chaque seconde, chaque seconde. Mais moi je suis, j'ai l'impression que vous avez un très bon élan vital et ça c'est formidable. Surtout, gardez-le. Enfin, à mon avis, il y a pas de risque. Hein. Merci de ce témoignage, Valérie. Merci beaucoup. Alors, Sophie est avec nous maintenant. Elle va répondre à 3 questions intimes. Bonjour, Sophie. Bonjour, Sophie. Bonjour. Alors, première question. Quelle serait votre addiction? En tout cas, quel serait votre petit péché mignon? Moi, c'est un peu la cigarette quand même. Ah, ça, c'est pas terrible. Parce que ça, il n'y a aucun avantage. Hein. Il n'y a que des inconvénients. Non. Alors, je vapote et je garde de la cigarette. C'est bien de vapoter. Essayez de vapoter à fond, même. Oui, je vapote, mais je garde 2-3 cigarettes dans la journée, pour le plaisir. Ouais. Pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard. Exactement. 2-3 cigarettes par jour, ça va encore. On va pas. Hein. Oui, mais bon. Mais si on peut les enlever, c'est encore mieux. Oui, ça. Avec encore plus de nicotine dans votre vape, c'est encore mieux, Sophie. D'accord. Okay. Écoutez-moi, Sophie. Alors je culpabilise moins. Non, faut pas culpabiliser. Vous augmentez la nicotine de votre vape et vous verrez, ce sera encore mieux pour vous. D'accord. Bon, super. D'accord. Bon. Et deuxième question, quelle note vous donnez aujourd'hui à votre libido, aujourd'hui, là? Oh là 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 là. Ça, c'est pas une note, hein, c'est un commentaire. Non, c'est 2. Non, c'est alors. 2 sur 10 ou 2 sur 20? Essayez la pipe, hein, peut-être que ça marchera mieux. C'est encore plus moins de risque encore.
Non, mais au moins. Non, c'est catastrophique. Ouais, 2 sur 10, c'est pas terrible, hein, c'est vrai. Non. Bon. Bah, il faut changer, hein, au lieu de 2-3 cigarettes par jour, 2-3 hommes par jour, et puis ça devrait faire remonter votre libido et descendre. J'espère bien que ça va changer. Oui. Bah, nous aussi, hein, là, attendez, il fait encore un peu froid, là, c'est le week-end de Pâques, c'est normal. Mais après, le soleil va enfin être là. Vous allez pouvoir mettre vos petites jupes, et puis vous allez voir, les hommes vont se retourner sur vous et hop, c'est reparti. J'attends le soleil avec impatience. Ben, on est nombreux, je crois. Hein. Oui. Et bon, dernière question. Est-ce que vous pourriez me raconter votre plus beau souvenir érotique? Ça va faire remonter votre libido. Érotique. Ou pornographique, ou charnel, enfin. Ah là là, le plus beau, alors... Ce qui vous vient à l'esprit. Oui, celui qui me vient à l'esprit, c'est un orgasme avec les seins. Ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée dans C'est-à-dire, on vous caressait les seins, vous caressez les seins et vous avez eu un orgasme. Ouais. Une fois, ouais. C'était le plus beau, je me rappelle de celui-là. Mais c'est marrant parce que ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Et c'est bien que vous puissiez le dire à l'antenne parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive. C'est magique. Mais il n'y a que les femmes qui peuvent arriver à jouir avec des parties de leur corps tout à fait inattendues. C'est super, vous avez trop de la chance. Ouais, c'est vrai, je reconnais, je suis privilégiée de ce côté-là. Bon, ça remonte un peu votre libido, ça quand même. Oui, me tarde de retrouver tout ça. Hein? C'est sûr. Je vous laisse poser une question à Laurent Carilla, il vous écoute, allez-y. Alors, Laurent Carilla, que je connais par le biais de la télévision. Et donc, j'aimerais savoir quelle est votre addiction? Le heavy metal. La musique. Okay. Ah oui, d'accord. D'accord, c'était ma question. C'était pour savoir si vous avez d'autres addictions? Le travail un peu. Moi, je suis pas trop fan des. Mais vous n'êtes pas trop dans l'addiction. Enfin, c'est plus des passions que des addictions, en fait. Passion. Ouais, moi, je suis pas trop consommateur de substances ou même dans les comportements. Non. Moi, je fonctionne à la passion, exactement. C'est ça qui m'anime, en fait. Mais d'ailleurs, moi j'ai remarqué, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Laurent Carilla, mais j'ai remarqué que lorsqu'on a plusieurs passions, on n'est pas réel, on est rarement dans une addiction réellement. Non, parce qu'on est suffisamment habité, si je puis dire. Complètement. Oui. Moi, je vous rejoins là-dessus. Je suis passionnée aussi, moins qu'addict. Par quoi? Alors, par quoi vous êtes passionnée, vous, Sophie? Par plein de choses, du bricolage, du jardinage, de la nature, de la rando. Je suis passionnée par une fleur, partout. Vous aimez la vie. C'est cool. J'aime la vie, exactement. J'adore la vie. Alors, votre libido va pas si mal, parce que vous savez, la libido, c'est pas uniquement le sexe. Oui. La libido, c'est la puissance de vie, c'est Eros au sens large. Donc ça va. On vous met 5. Ah bon, ok, oui, j'adore la vie, bien sûr. Bon, alors, quand vous êtes dans la nature, vous fumez pas, et puis c'est tout. Hein. Ouais. Ouais, exactement. Non, je fume pas. Quand je fais mon sport, mes randos, je fume pas. Excellent. Et vapoter à fond. Bon. D'accord, ok. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci on fait une petite pause et on va retrouver Bertrand qui est peut-être addict aux sous-vêtements féminins. On verra ça dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Laurent Carilla, psychiatre aujourd'hui, que vous pouvez découvrir dans ce très joli livre dont vous nous aviez parlé la dernière fois, Docteur Addict ou pas, c'est aux éditions HarperCollins. Et c'est vraiment, j'ai envie de le dire, une bible pour bien comprendre qu'il faut se faire plaisir et puis à partir de quand on est sur la pente descendante. C'est pas un livre sur l'addiction, mais c'est un livre sur exactement ce que vous dites, c'est se faire plaisir et comment ça... Dans l'excès, il faut faire attention et ça peut basculer et dans l'addiction. Voilà, mais c'est pas du tout un livre négatif. Au contraire, je trouve que c'est un livre qui nous ouvre quand même bien des portes sur tous les plaisirs de la vie. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Bertrand. Merci d'être avec nous Bertrand.
Vous êtes addict aux sous-vêtements féminins, c'est-à-dire vous volez les sous-vêtements féminins des femmes dans les vestiaires? Non, pas du tout. Je ne suis pas à ce point-là. Non, mais je développe des achats presque compulsifs en fait. Ouais. Mais pour les offrir ou pour les garder pour vous? Eh bien, un peu les deux, ouais. Un peu les deux pour ma compagne. Ouais. Pour ma compagne, mais aussi pour moi-même. C'est-à-dire vous les mettez, vous? Ouais, quand je suis seul, bien sûr. Mmh. Et ça vous dérange, ça vous fait souffrir, ça vous choque? Qu'est-ce que vous diriez? Ou au contraire, ça vous excite? Disons que ma compagne, déjà, c'est pour moi, c'est un jardin secret parce qu'elle n'est pas au courant. Hein. Mmh. Voilà, et puis ça me coûte cher, quoi. D'accord, oui. Mais sinon, ça vous gêne pas quand vous mettez ces sous-vêtements, ça vous excite et vous l'assumez bien. Au contraire. Le problème, c'est que maintenant, je peux plus avoir de relation avec ma compagne si elle n'est pas avec des sous-vêtements hyper sexy. Et moi, c'est pareil, seul, pour vous masturber, vous avez besoin d'avoir des sous-vêtements, c'est ça? C'est ça. Alors, on n'est pas dans l'addiction, on est plutôt dans la paraphilie. De la paraphilie, qui n'est pas une addiction, mais qui peut s'apparenter justement, pas du fait on répète, etc. Mais quand ça devient un mode d'excitation quasi exclusif, on est dans ce qu'on appelle la paraphilie, et là il y a un peu de fétichisme, il y a un peu de transvestisme, etc. Donc c'est un autre process que l'addiction. Et ça, enfin bon, si ça fait pas souffrir, hein, en tout cas, moi je recommande quand même un soutien psychologique pour aller explorer pourquoi, voilà, il y a ça. D'où ça vient. Oui, ça fait pas très longtemps. Ouais. En plus, j'ai 58 ans, ça fait 2-3 ans, ouais. Et ça va crescendo, quoi. Oui, mais c'est pour ça que vous vous inquiétez. Est-ce que vous avez commencé après la perte de quelqu'un? Non, pas spécialement. Ou quelque chose de traumatisant? Pas spécialement, non. Non. Non, j'ai rencontré ma nouvelle compagne, ça fait 5 ans maintenant. Oui, donc vous avez commencé après, parce que parfois Oui, pardon, allez-y, je vous en prie. Oui, au départ, ça tout allait bien. Enfin, il y a pas de souci. Et maintenant, voilà, quand on fait l'amour, j'ai besoin qu'elle soit. Oui, mais ça, on connaît. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas rare, hein, Bertrand. Mais en effet, c'est problématique parce que ça passera pas tout seul. Et là, on voit bien que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a un problème. Et vous n'avez pas idée de ce qui a déclenché ce goût? Mais je n'en ai pas la moindre idée, non. Non. Bon. En tout cas, il faudra en parler. Je pense vraiment, enfin, si ça vous inquiète, en tout cas, hein, et si ça devient envahissant, il faudra en parler avec quelqu'un pour essayer d'aller explorer ça. Et peut-être, enfin, même des traumatismes enfouis, on ne sait pas, hein, des trucs qui remontent à il y a très longtemps, mais il y a des techniques comme le MDR. Le MDR, c'est des techniques de désensibilisation. Ou l'hypnose, ouais. Mais un sexothérapeute peut-être, mais il faut pas n'importe qui. Hein, il faut surtout pas que vous rencontriez quelqu'un qui se permette de vous juger, parce qu'il n'y a pas à vous juger. Bah oui, bien sûr. Il y a certainement un souvenir qui est complètement oublié, hein, bien sûr, de votre enfance avec. Des sous-vêtements féminins. Exactement. Alors avant, on aurait dit une nourrice, mais vous voyez, et il y a eu une excitation quand vous étiez petit qui a été totalement oubliée et qui s'est réveillée à un moment donné. Voilà, à un moment donné où il y avait peut-être une tristesse. C'est pour ça que je pensais à un deuil et ça s'est réveillé. Et puis maintenant, maintenant vous êtes totalement accro parce que ça vous permet, si je puis dire, d'assouvir. Oui, d'assouvir ce souvenir qui est complètement enfoui, dont vous vous souvenez pas. Alors c'est pas forcément nécessaire de vous souvenir du moment quand vous étiez enfant qui a provoqué cette excitation. Ça n'a pas grande importance. En revanche, là où peut-être ça peut vous faire du bien d'en parler à quelqu'un qui va vous aider, c'est que ça va vous permettre de pas continuer à être dépendant totalement et culpabiliser surtout. Même si ça vous fait du bien. Oui, je culpabilise, parce que je me dis, mais attends, je sais qu'on a tous un côté un peu féminin dans chaque homme, mais quand même, là,
ça me paraît excessif, quoi. Oui, bien sûr, mais encore une fois, comment dirais-je, c'est pas vous qui voulez devenir femme, c'est vous savez, on parlait tout à l'heure du désir mimétique. Hein. Je vous l'explique un peu simplement. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand vous étiez petit garçon, il y a une femme avec des sous-vêtements qui vous a excité, et quand vous remettez ces sous-vêtements, vous savez, les enfants sont pas des adultes, donc les enfants sont des éponges, des miroirs de l'adulte, et donc vous redevenez le petit enfant. Et vous avez ces vêtements-là, et donc vous êtes à la fois le petit enfant et la femme qui vous a excité quand vous étiez un petit enfant. Vous comprenez ? Ah oui, je comprends mieux comme ça, oui. Voilà. Donc c'est pas que vous êtes en train de devenir une femme ou que vous avez envie de devenir une femme. C'est vraiment un. Non, je me sens pas attiré par les hommes, quoi. Voilà. Non, mais je vous rassure. Et donc le processus, vous êtes d'accord à peu près, hein, Laurent Carré là. Donc ce processus-là, c'est ce que vous êtes en train de vivre, comme si vous vous dédoubliez, mais c'est des choses qu'on comprend très bien quand on travaille un peu la psychologie des profondeurs, si je puis dire, parce que là on est dans des choses. Je vous adore, Brigitte, quand vous dites des mots comme ça. donc vous voyez, c'est pas grave du tout. Il y a rien à dire, il y a pas à juger, il y a pas à critiquer. Non, je sais bien que c'est pas énormément grave, mais ça me perturbe parce que. Mais oui, parce que ça vous retrouvez pas dans tout ça. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. Voilà. Donc, voilà. Bon. Et puis je m'habille dès que je suis seul. Je prends dans le placard. Je prends un string, je prends un body et voilà, quoi. Et je me dis, mais putain, mais pourquoi t'es comme ça, quoi? Ben, je vous ai un peu expliqué. J'espère que ça vous aide déjà dans un premier temps. Et essayez de voir quelqu'un. Et voilà, voyez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir assez rapidement avancer, pour que déjà ça vous coûte moins, que vous mettiez pas vos finances en danger, et puis ensuite que vous puissiez ne pas perdre votre compagne, parce que les femmes n'aiment pas quand on les oblige systématiquement à mettre des sous-vêtements. Elles aiment bien, parce que sinon elles oui, je sais, j'ai déjà eu la réflexion une fois. C'est normal. Et de la même façon, elle n'aime pas non plus quand moi je suis habillé avec des sous-vêtements féminins. Ben oui, parce qu'elle comprend pas non plus. Elle comprend pas pourquoi. Parce qu'une fois j'ai essayé de mettre un collant ou un porte-jartel, elle ne sait plus à elle, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis si vous allez vous faire aider, ça va se calmer, vous allez réussir à gérer. Sinon, ça risque en effet de continuer à s'aggraver. D'être trop envahissant, quoi. Voilà. Ok. Ben merci de votre confiance, en tout cas, Bertrand. Merci beaucoup. Eh bien, on voit bien, de toute façon, que l'être humain, c'est pas simple. Complexe. C'est complexe, et on peut parfois. Et ce qui est toujours très étonnant, Laurent Carilla, c'est que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a 35 ans, 40, 60 ans, tout d'un coup il y a un truc qui nous tombe dessus. Mais il n'y a pas d'âge, en fait. Et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi ça a mis... et c'est ça aussi qui est toujours très compliqué à comprendre. Mais surtout quand notre comportement change, quoi. Oui, on se dit, ça. mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est ça, c'est ce que nous a raconté Bertrand. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter dans ces moments-là à se faire aider pour justement... Il ne faut pas garder pour soi. Il faut essayer même d'en parler à un proche. Après, c'est pas délicat selon les sujets, mais à un très proche en qui on a confiance. Mais il faut quand même qu'il y ait un dialogue. On est là pour ça. On est là pour ça. Parce qu'on voit bien que Bertrand, il ne savait pas trop à qui en parler. Et le fait de pouvoir... il a eu raison. Mais bien sûr, et puis on n'est pas là, encore une fois, pour juger. Et puis a priori, on peut à peu près commencer à tout expliquer. Exactement. Laurent Carilla. À donner en tout cas des pistes. On peut. Ouais. Oui, quand même. Vous êtes formidable, Brigitte, en plus. Et moi, j'ai adoré la psychologie des profondeurs. Ça, c'est beau. C'est une belle phrase, ça. C'est une jolie phrase. Merci. Je la garde. Alors, j'essaierai de la réutiliser. Alors, on va continuer évidemment après les infos à évoquer, à la fois la passion, les addictions et pourquoi pas les paraphilies, puisque on peut en parler. Paraphilie, c'est pareil, c'est quelque chose qui, c'est une sorte de fantasme. C'est encore plus honteux. C'est encore plus difficile parce que vraiment les paraphiles, ceux qui souffrent de perversion sexuelle, comme on appelait ça avant, ils sont
Ils ont plus de mal à venir en consultation, etc. C'est plus dur encore. Bah oui, parce qu'on a vite tendance à croire que c'est pas bien. Voilà, on va dire que c'est un péché mignon, c'est pas grave. Ça dépend des paraphiles. Oui, absolument. Non, mais ça, c'est sûr que si on va à la morgue pour faire l'amour avec des cadavres, ou la pédopornographie, on est quand même dans des choses plus délicates. Bref, donc on va parler de tout ça dans la deuxième heure. Vous avez compris, hein, on a ouvert le sujet parce qu'en effet, c'est tellement vaste, la psyché des profondeurs, pour faire plaisir à Laurent Carilla. J'adore. Et alors, pour vous faire plaisir aussi, je vous donne une très jolie devinette. Qu'est-ce qui est dur, qui devient mou dans la bouche d'une femme et qui, en principe, elle n'a pas envie de l'avaler? Vous avez le temps des infos pour donner la réponse, et c'est pas du tout ce que vous croyez, ce serait trop facile. Et si vous avez envie de nous rejoindre, quel que soit le sujet que vous avez envie d'aborder, vous l'avez compris, on aborde tous les sujets aujourd'hui, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. C'est Benjamin Glaise, merci infiniment. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur YouTube. On vise maintenant le million, bien sûr. Sud Radio, parlons vrai grâce à vous. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons continuer à évoquer les passions, les addictions, pourquoi pas les paraphilies, avec Laurent Carilla qui est avec nous, psychiatre. Vous êtes spécialisé dans l'addictologie depuis déjà de nombreuses années. Vous avez écrit énormément d'ouvrages, mais le dernier, ça s'appelle Docteur, addict ou pas, c'est aux éditions HarperCollins. Et bien sûr, on peut vous retrouver également dans votre podcast Addiction, avec un cas, voilà, qui est intéressant aussi parce que c'est des témoignages et ça permet aussi aux gens peut-être de se reconnaître, c'est un petit peu... Ah oui, c'est un truc, le podcast là, on en a la saison 3, c'est une saison spéciale femmes et addiction. Alors des femmes addictes et des femmes qui accompagnent des addicts, donc des aidants. Et on est très très contents, et c'est produit par Stéphanie Guérin qui produit Ça commence aujourd'hui sur France 2. Et on a eu plus d'1 million de téléchargements, donc c'est vraiment cette confiance. Ouais, je suis vraiment content. Mais vous êtes, je veux dire, ce qui est bien, c'est que vous êtes à la fois très spécialisé, mais en même temps, vous ne jugez pas, quoi. Exactement. Et c'est ça qui est important, parce que il y a quand même encore dans notre société une tendance à juger les personnes qui sont dans l'addiction, alors que malheureusement, on fait pas exprès. Hein. Je crois même en santé mentale, on va plus loin que les addictions. Il faut ni juger ni culpabiliser, quoi. Et il faut utiliser les bons mots aussi. Faut pas utiliser les termes schizophrènes pour dire quelqu'un il a une double personnalité ou quelqu'un qui a une humeur qui change, de dire qu'il est bipolaire, etc. C'est des vraies maladies. Et il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Oui, c'est ça. Il faut pas stigmatiser immédiatement en mettant un verdict un peu dur. Alors, qu'est-ce qui est dur, qui devient mou dans la bouche d'une femme et en principe elle ne veut pas l'avaler? Un chewing-gum. Bravo Laurent Carilla, vous avez trouvé la réponse. Et oui, c'est le chewing-gum. Évidemment, a priori, on pense à autre chose. Hein. Ouais. Mais c'est pas. Bonjour Véronique. Bonjour Brigitte. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc vous êtes addict au téléphone? Oui, tout à fait, oui. Et puis, vous n'êtes pas la seule, hein, je crois. Tout à fait. Je crois que c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder, puisque avant on arrivait à s'en passer, et puis maintenant, depuis qu'il est entre nos mains, on n'arrive plus du tout. Que ce soit pour les messages, pour Facebook, pour les réseaux sociaux, voilà. Et je vis avec ma fille qui a 17 ans, et c'est le même problème. Donc voilà, la communication est un petit peu rompue, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que il y aurait vraiment quelque chose à faire par rapport à tout ça. Parce que mais alors, vous voulez dire que quand vous êtes toutes les deux, par exemple, en train de dîner, vous avez toutes les deux votre téléphone et... C'est-à-dire qu'elle l'a plus que moi, voilà. Donc, c'est surtout ma fille. Mais mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que je me rends compte que la communication est plus ou moins rompue, quoi. On n'a pas vraiment d'échange, sauf quand on est en voiture. Donc, c'est vraiment... heureusement déjà que vous consultez pas vos messages en voiture. Vous savez que consulter un message en voiture, ça multiplie par 23 le risque d'accident de voiture, quand même. Ah, mais ça, c'est sûr. Tout à fait. Bon, déjà, vous avez cette prudence-là. Mais c'est toujours la même histoire. On a pratiquement tout sur notre téléphone aujourd'hui. C'est un doudou, le téléphone. Faut pas nier une évidence. Non, c'est un doudou. Il y a un test, moi, qui m'a amusé, que j'ai fait, je sais plus quel jour c'était, mais qu'importe. Je cherche dans mon sac mon téléphone pour montrer quelque chose par rapport à l'émission que je faisais. Donc c'était professionnel. Mon téléphone n'était pas dans le sac.
Et vous avez eu une panique? Alors non, justement, je suis assez contente. Alors d'abord, j'ai cru que je l'avais oublié dans la voiture, donc je suis allée le chercher dans la voiture au parking. Il n'était pas? Il n'était pas. Puis après, je me suis dit, c'est vrai que je suis partie précipitamment de l'appartement parce que j'avais une interview à faire avant de venir. Et je n'ai pas paniqué, je me suis dit, il est forcément à l'appartement. Et je me suis dit, ça va. Vous n'êtes pas nomophobe, Brigitte? Oui, je me suis dit, ça va. Mais je reconnais quand même qu'à peine arrivé dans l'appartement, j'ai retrouvé mon téléphone, là où je pensais en effet l'avoir laissé. Ouais. Mais je me suis dit, tiens, et c'est pour ça que j'en parle là pour vous, Véronique, et puis pour tous ceux qui écoutent. Je crois que le test, c'est, si vous n'avez pas tout de suite votre téléphone, est-ce que ça vous crée du stress? Parce que ça, c'est le signe, à mon avis, qu'on est très accro. Si vous étiez nomophobe, donc comme ça, vous seriez retourné chez vous chercher votre portable. Bah non, j'avais l'émission à faire. Mais les nomophobes, émission ou pas émission, ils le font. À ce point-là? Bah ouais. Ah oui, En fait, il y a de nouveaux symptômes comme ça digitaux qui sont nés avec le smartphone. Il y a la nomophobie, ce que vous racontez. C'est-à-dire que j'ai oublié mon téléphone, je suis en panique totale, je retourne le chercher, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire d'autre tant qu'on n'a pas retrouvé son doudou. Et certains font vraiment le tri, comme un bébé à qui on enlève le doudou. Et il y a ce qu'on appelle le phubbing. Le phubbing, c'est, on est tous les deux, Brigitte, on parle tous les deux, et puis moi je sors mon portable, je vous écoute plus. Ah oui, ça c'est fréquent. Alors ça, j'ai déjà remarqué. C'est du phubbing. Alors c'est pris isolément, ces symptômes, c'est pas très grave. Mais quand vous les avez tous, vous êtes dans ce qu'on appelle l'usage problématique de smartphone. D'accord. Alors Véronique, quels seraient vos symptômes, vous? Ma fille est toujours sur son téléphone. Voilà, la communication n'est pas présente quand elle a son portable entre les mains, ça c'est sûr. Et je le vois aussi par rapport au cours. Je me rends compte qu'elle m'envoie des messages. Je me suis dit, mais attends, Angélique, t'es en cours, quoi. Donc, elle m'envoie des messages. Ce matin, c'est pareil, elle m'a appelé. Elle a réussi à se cacher pour pouvoir m'appeler alors qu'elle était en cours. Mais là, elle est addicte à vous. C'est terrible. Elle est plutôt addicte à vous, non? Bah si elle peut pas ne pas vous envoyer des messages. Après, s'il n'y a pas de règles arrêt. à l'école aussi, s'ils laissent les téléphones, etc., c'est aussi compliqué. C'est vrai qu'ils devraient leur demander de le poser à l'entrée de la classe. Ce serait peut-être pas plus mal parce que c'est vrai que voilà quoi. Moi, il faut des écoles sans smartphone. Des messages, hein. Voilà, tout à fait, parce que ils ont besoin aussi de concentration sur les cours, c'est normal. Mais c'est vrai que je me rends compte que ma fille, ça la rend agressive d'ailleurs. Il y a le manque de sommeil, il y a l'agressivité, il y a le manque de communication. Ça c'est aussi important ce que vous dites, Véronique, parce que c'est vrai que les personnes qui sont vraiment en train de regarder tout le temps alors bon, pourquoi pas, mais des trucs sur leur téléphone, ils passent d'un truc à l'autre, et puis c'est comme de toute façon c'est fait pour. Ça zappe l'attention. Et on peut rester facilement 1 heure et demie, 2 heures à zapper, et puis finalement pendant ce temps-là, en effet, on perd des heures de sommeil. Bien sûr. Exactement. Moi, je le vois, elle a un manque de sommeil. Mais après, il faut recontractualiser les choses, vous savez. Après, exactement. Oui, il faut recadrer, bien sûr. Mais doucement, mais parce que si elle a toujours eu l'autorisation de tout faire avec son smartphone, avec le smartphone dans la chambre, etc., c'est compliqué, plus ils grandissent. C'est très très compliqué. C'est pas évident, je suis toute seule à l'élever, donc évidemment, elle a quel âge? Elle a 17 ans. Ah ouais, c'est hyper compliqué s'il n'y a pas eu de règles avant. Ah oui, je vous dis pas, c'est terrible, et c'est des rapports de force, c'est vraiment... oui, mais de toute façon, c'est pas la peine de lutter, il faut juste maintenir un dialogue, ça sert à rien de lui dire... Ça sert à rien, bien sûr. Et peut-être que vous pourriez essayer de trouver quelque chose que vous pourriez faire ensemble d'agréable sans téléphone. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais aller à la piscine, on va pas garder son téléphone quand on est dans la piscine. Vous voyez, essayer de trouver des choses que vous pourriez faire toutes les deux et où il n'y a pas possibilité d'avoir le téléphone. Oui, tout à fait. Si vous allez vous promener dans la nature, par exemple, laissez les téléphones à la maison. Enfin, essayer de... Il faut revoir le programme d'utilisation des smartphones sans frustrer personne. Tout à fait, y aller progressivement. D'accord. Louer un très très bon, ou un très bon DVD, regarder ça, ou aller au cinéma, essayer de trouver des occupations ensemble où il n'y a pas le téléphone, parce que quand même au cinéma, heureusement pour l'instant, on ne regarde pas son téléphone. Il y en a qui sortent leur téléphone au cinéma. Ouais, bon. Non, elle le fait pas au cinéma. Donc c'est déjà une bonne chose. Il faut trouver des activités, des activités avec et sans téléphone.
Ouais, mais la télé, elle ne regarde pas, quoi. C'est son téléphone et c'est tout, quoi. Voilà. De toute façon, cette génération, ils font ce qu'on appelle du média multitâche, c'est-à-dire qu'ils regardent la télé ou regardent un écran avec un autre écran. C'est ça, aussi. Et ils regardent de moins en moins la télé, quand même. Les ados, ils regardent plutôt YouTube avec leur téléphone portable. C'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous nos auditeurs parce que nous sommes plus de 900 000 sur excellent. YouTube. Et voilà, Bravo. et on grandit. Bravo. Et je suis ravie. Et j'en profite pour remercier de votre fidélité. Et puis continuer à parler de Sud Radio. On sera comme ça, on atteindra vite le million d'abonnés sur YouTube. Oui. Merci Véronique. Merci. Je vous en prie. Merci. À vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Salut à tous, c'est Yoann Huget. Vous êtes plus de 900 000 à nous suivre sur notre chaîne YouTube de Sud Radio. Alors pour ça, un grand merci et à très vite. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Laurent Carilla, nous continuons à évoquer les passions et les addictions. Laurent Carilla, que vous pouvez retrouver sur son podcast Addict avec un K, addiction, mais sauf que c'est pas un C, c'est un K, comme Carilla. Exactement. Tout simplement. Et il n'y a rien de mégalo, c'était plutôt l'image heavy metal du truc, j'adorais. Oui, c'est joli d'ailleurs quand on le voit écrit addiction avec un K. C'est vrai. Marie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Marie. Addiction fréquente aujourd'hui, l'addiction au sucre. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Marie. Laurent, j'ai écouté beaucoup vos émissions dans lesquelles vous participez, y compris Métamorphose concernant les addictions. Merci Marie. Et c'est pas pour autant que je m'en sors. On trouve toujours des solutions, Marie. Voilà, donc moi je suis addict au sucre. Ouais. Mais d'une façon assez... les symptômes ils sont assez forts. Ça veut dire quand il n'y a pas de sucre dans la journée, je deviens irritable, très nerveuse. Ouais. Et une fois que... S'il y a un repas où c'est comme si j'avais rien mangé. Ouais. Et une fois que je commence la partie sucre, et ben là j'ai l'impression que je vis un orgasme, carrément. Donc ça vous fait du bien alors? Oui, sauf que quand ça dépasse un morceau ou le biscuit, ben ça devient plus un plaisir en fait. Parce qu'après il y a la culpabilité, il y a le regret, il y a... Mais par exemple, c'est quoi? Racontez-moi un épisode de Marie, c'est quoi? Ça peut être l'hyperphagie, complètement. Ça peut être un paquet de chocolat plus un paquet de gâteaux. Ouais. Ça peut être des tas de choses. Franchement, c'est une hyperphagie. Après, une fois, il n'y a plus de contrôle. Ouais. Et c'est que du sucre ou il y a aussi du gras? Plus de sucre que de gras. Ouais. Mais après, quand il y a des choses qui sont sucrées, forcément, ils sont grasses. Ouais. Et la dernière fois, j'ai eu l'occasion, il y a à peu près 7 ans de ça, de goûter au breuvage du vin, délicieux, et que j'ai senti une très grande fragilité, que si jamais je ne me contrôlais pas, je pourrais très bien tomber dedans. Et donc vous avez contrôlé la consommation de vin quand même alors? Je la contrôle, je la contrôle parce que je sais que celle-là, elle est beaucoup plus grave que le sucre, bien que... Le sucre, c'est comme l'alcool, hein, Marie, c'est pareil. Oui, je sais bien. C'est pareil. Je sais bien, mais je me dis, une addiction, c'est quand même mieux que deux. Ouais. Oui, c'est pareil quand j'ai ce verre de vin ou quand je rêve de rentrer, de prendre ce verre du vin, j'ai l'impression que je vais vivre quelque chose d'extraordinaire. Sauf que ça risque de ne pas s'arrêter à un verre ni au deuxième. Au troisième, je commence à être très 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 bien et tant mieux. Mais je sais que j'ai une fragilité puisque ça a duré quand j'avais l'âge de... je veux dire le sucre, quand j'avais l'âge de 16, pratiquement jusqu'au moment où je me suis mariée. Et bizarrement, quand je me suis mariée et que j'ai eu des enfants, ça s'est arrêté. C'est pas bizarre. Hein. Et oui, mais bon, pour moi, ça reste très bizarre. Et au moment de la séparation, ça m'a rattrapé en pleine figure. Et là, ça fait plus de 6 ans. Et Marie, vous êtes en surpoids? Du tout. Non? Non, ni en surpoids, ni en obésité. Je fais un petit peu de sport et j'ai un métabolisme qui brûle vraiment. Et puis en fait, je ne mange pas beaucoup. Je mange normalement, sauf que 2 jours ou 3 jours plus tard, j'ai cette hyperphagie
Mais comme je n'avais pratiquement pas mangé dans la journée, donc bon, je suis dans l'alimentation, mon métier dans l'alimentation, donc je connais un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Néanmoins, l'addiction, c'est combien de fois, par semaine que vous êtes, que vous craquez? Ça peut être 3 fois par semaine, comme ça peut être 4, comme ça peut être un contrôle extraordinaire, et dans ce cas-là, c'est que 2 fois. Et ça me demande beaucoup d'énergie parce que je suis dans le contrôle et en plus, je suis dans l'apathie puisque je me contrôle et j'ai pas eu ma dose. C'est exactement une drogue. Je n'ai pas eu ma dose, donc je suis irritable, je suis dans l'apathie, je suis dans une tristesse. Et dès que je prends ce chute, voilà. Et Marie, il y a quelqu'un qui vous aide ? Actuellement non, mais de 16 à 22 pratiquement jusqu'au mariage, je m'étais fait aider par des psychologues, mais c'est pas pour autant que je m'en suis sortie. C'est le mariage et les enfants qui m'ont stabilisée sur le plan émotionnel. C'est pas du tout un travail de psychiatre ni de psychologue. Et là, vous n'avez pas de partenaire actuellement, c'est ça ? Non. Et pourquoi ? C'est d'abord parce que je n'ai pas trouvé la personne qui me convient. Et puis, la séparation a laissé quand même des cicatrices assez profondes, puisque j'étais mariée pratiquement pendant 30 ans. Donc, c'était compliqué de se retrouver seule et de se dire tout ce que j'avais bâti est parti comme un château de sable. Ouais. Et puis, petit à petit, je commence presque à apprécier cette solitude. Ouais. Moi, je crois qu'il faut faire un travail sur vous, là, un nouveau travail avec une approche très cognitive et comportementale sur le côté hyperphagie, contrôle, perte de contrôle. Ça, c'est le côté les branches de l'arbre. Et je crois qu'il faut aller raconter toute votre histoire maintenant à votre âge maintenant, avec votre maturité, etc., de maman, de femme active, de femme qui a été mariée. Aller explorer les racines de votre propre arbre, en fait. C'est ça qu'il faut... Parce que ce que vous expliquez, c'est des symptômes très émergents, en fait. C'est la face émergée du problème. Et en prenant les aliments comme source comportementale addictive, mais bon, dans ce que je vous racontez, moi j'entends plein de choses et je pense qu'il faut aller parler de justement cet abandon. C'est compliqué de trouver un thérapeute. Vous êtes où ? Dans quelle région ? Je suis dans l'Hérault. L'Hérault, c'est Montpellier. Montpellier ? Oui. Il y a un très bon service au CHU de Montpellier, il y a des très bons services. Vous pourriez aller parler dans le service d'addictologie, en tout cas de Montpellier, ils sont très bons. J'en prends note. Voilà. Oui, je pense qu'il faut vous faire aider, Marie, parce que on voit bien qu'il y avait déjà cette tendance avant votre mariage. Alors bon, quand vous avez été mariés, les enfants, ça a nourri, si je puis dire, et ça a comblé cette souffrance qui date de sans doute de votre enfance. Hein. Mais là, vous êtes retrouvé seul avec une rupture visiblement quand même douloureuse. Donc c'est assez normal que vous ayez un peu replongé. Il faut oui, j'ai l'impression comme c'est un alcoolique qui a été en sevrage pendant 30 ans et qui a replongé vraiment. C'est pour ça qu'il faut aller remettre un petit coup de clean, on va dire, sur tout ça en fait. Ben oui, mais vous avez été malheureuse, vous avez été un peu perdue, vos repères ont changé. C'est très fréquent qu'à ce moment-là on replonge. Vous savez, Marie, il y a rien de. Le problème, c'est que je suis consciente quand même de cette situation. Mais c'est raison de plus pour aller vous faire aider, puisque vous êtes consciente, donc vous allez être beaucoup plus apte à écouter ce qu'on va vous dire et à dire ce que vous avez à dire. Hein. Donc, au contraire. Alors là, le fait d'être consciente, vous arrivez à, comment dirais-je, à pas complètement sombrer, mais c'est une énergie énorme que ça demande. Et cette énergie, il faut plutôt aller la mettre dans le bon sens, c'est-à-dire avec quelqu'un, avec quelqu'un, cette belle énergie que vous avez l'air d'avoir, vous allez pouvoir vous redresser, hein.
et retrouver un peu plus d'autonomie. Vous comprenez ? Oui, je comprends parfaitement, mais je voulais, c'est vrai, apporter ce témoignage pour dire que... Donc c'est un beau témoignage. Même le sucre, qu'on peut dire que c'est quelque chose quand même qui est anodine comme matière, mais on peut considérer ça comme une drogue, parce que quand je vous parle de chute, quand je vous parle de la tristesse, donc on n'a pas eu cette dose-là, j'ai l'impression que s'il y a eu à un moment donné une drogue que j'avais goûtée, j'aurais été dans la même situation. Mais vous avez raison, vous avez raison. C'est très juste ce que vous dites. Ouais. Merci Marie. Merci Marie. Beaucoup. Et prenez soin de vous. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. C'est quoi un bon coup ? Et puis on va tester également un jouet avec, pas avec vous Laurent, mais avec une auditrice qui l'a testé. Il est beau le jouet en tout cas. Il est très beau, oui. On se retrouve tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Laurent Carilla, je vous demande pas forcément de réagir à ce Love Conseil, puisque je vais décrire ce que c'est qu'un bon coup, c'est-à-dire un homme. Bien savoir. Oui, je me doute bien qu'en revanche vous allez écouter, parce que c'est vrai que on a quand même encore tendance à entendre les hommes croire qu'il suffit d'avoir le pénis qu'il faut pour être un bon coup, et c'est pas vraiment ça. Hein. Les femmes ne s'intéressent pas tant que ça à la taille ou la forme de la verge. C'est vrai il faut pas un micro-pénis quand même, mais il n'y a pas, on se balade pas avec un double centimètre dans le sac pour mesurer si la verge est à la taille qui nous convient. Et je précise que c'est quand même plus souvent la grosseur que la longueur qui compte. Donc vous voyez, comme quoi c'est pas si important que ça, même si c'est pas anodin non plus, parce qu'il faut trouver chaussure à son pied, comme on dit. Bon, en tout cas, ce que les femmes veulent, c'est un amant avec qui le courant passe. Par exemple, elles aiment les hommes qui sont beaux, mais quand c'est un playboy qui est un peu trop fier de son physique, c'est généralement pas tellement ce qu'elles vont chercher. Elles vont plutôt chercher un homme qui est attentionné, qui saura apprécier le leur de physique, justement. Un bon coup, c'est pas uniquement celui qui assure, mais c'est celui aussi qui sait s'abandonner, qui va lâcher prise. On n'attend pas quelqu'un qui va avoir une sorte de coup de rein toujours à la même vitesse. Non, au contraire, on aime que que le rythme change, etc. Donc restez attentifs, messieurs, au désir de votre partenaire, à ce qu'elle a l'air d'aimer ou pas. En général, les femmes peuvent aimer des mots doux. Si vous aimez dire des mots un peu salaces, vérifiez qu'elle aime ça, parce qu'il y a des femmes que ça peut particulièrement bloqué. Et puis les femmes aiment bien les baisers. Ne soyez pas avares de baisers. Embrassez-la avant, pendant, après. Et puis, j'ai envie de dire, aimer sa féminité, tout simplement. Et puis, parfois, oui, ils aiment aussi, les femmes aiment aussi le côté un petit peu bad boy. Donc, voilà, donc. En conclusion, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de consensus, en fait. Voilà, c'est exactement, vous avez compris. C'était un love conseil un petit peu... Non, c'est intéressant. Voilà. Vous m'avez décrit parfaitement, Brigitte, merci. Écoutez, je plaisante. Déjà que vous avez beaucoup de gens qui veulent vous voir, du coup, ça va commencer à être compliqué. Vous allez être addict au travail, Laurent Carilla. Alors, ce vibromasseur, c'est Leslie qui l'a reçu. Bonjour Leslie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Leslie. Alors, je le montre, je vais le montrer tant qu'à faire dans le bon sens, ce sera mieux, le voilà. C'est un vibromasseur clitoris épongé G-Force de la marque Satisfyer, qu'on trouve bien sûr sur ruedesplaisirs.com. Donc il est rose ou bleu, ça dépend. Il peut être blanc aussi, je sais pas quelle couleur vous l'avez reçu, vous. Alors Leslie. moi je l'ai reçu un petit peu violine. Sur les tons très clairs, de violet très très clair. Alors moi je l'ai en rose. Il est fait spécial point G. Alors je rappelle que c'est qu'il est légèrement courbé pour toucher le fameux point G, ou pourquoi pas le clitoris aussi.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette double utilisation, d'aller, on va dire, chercher les doubles plaisirs et d'aller explorer un peu mieux les zones érogènes qu'on peut avoir sur ces deux zones. Tout à fait. Voilà, on peut s'en servir sur le clitoris, on peut s'en servir en l'introduisant dans le vagin, et à ce moment-là, il va stimuler le clitoris de par l'intérieur, si je puis dire. Tout à fait. Et il est joli, il a 10 modes de vibration avec plusieurs intensités, je crois 5 intensités, ce qui fait en tout 50. C'est ça, ouais, il y a plusieurs vitesses, plusieurs types de vibrations, plusieurs modes. Donc c'est vrai que c'est un choix assez large. Je pense que ça peut permettre à vraiment tout le monde de trouver son rythme, de trouver son intensité, de trouver son, on va dire son créneau. Absolument. Bon, après, qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre? Il est waterproof, hein, donc on peut l'utiliser sous la douche ou dans la baignoire, hein, pourquoi pas. Tout à fait. Et après, moi, j'aurais juste peut-être une petite remarque sur le côté ergonomique. Donc, au niveau de la forme, c'est très agréable. Par contre, les boutons sont assez difficiles à accéder, on va dire, sur un moment de plaisir, sur un changement peut-être d'intensité. C'est vrai, quand on est, on va dire, emballé, il y a un petit peu de mal à détecter l'aspect bouton, on va dire. Puis c'est toujours le problème, c'est qu'on passe d'une vibration à une autre, et si on a aimé une vibration, qu'on est passé à la suivante, il faut faire tout le tour pour retrouver celle qu'on a aimée. Aussi, tout à fait. C'est toujours le même principe, oui. Bon, de toute façon, c'est toujours un peu les mêmes principes, mais bon, il est plutôt, enfin, je le trouve plutôt joli, plutôt certainement. Oui, après, il est très efficace, joli, il est très doux, ouais. Et après, il y a l'application, par contre. Je pense que le jouet est un peu trop récent pour être répertorié sur l'application, donc on ne l'a pas trouvé. Alors, est-ce que c'est à venir ou pas? Mais il note bien la connexion application, mais on n'a pas réussi à le répertorier. Vous êtes sûr? Parce que je ne le vois pas marqué sur le mode d'emploi, l'application. Bon. Alors, il était marqué sur la boîte. Alors, peut-être que c'était la version, on va dire, récente. Oui, parce que moi je l'ai pas sur le mode d'emploi, l'application, a priori. Et comme il est à 49,90 €, c'est possible qu'il n'y ait pas l'application. C'est possible. C'est possible alors. Je dirais pas, hein, j'en sais rien, mais d'après ce que je lis, moi j'ai pas d'application smartphone. Bon. Bon, alors c'était peut-être sur la boîte, j'ai confondu. Non, mais si c'est marqué sur la boîte, c'est marqué sur la boîte, hein, mais peut-être que c'est une erreur de... Bon. Oui, en effet, vous avez raison. Il est marqué Next Time, Look for the App. Donc c'est Next Time. Ah, donc c'est pour ça que voilà, il n'est pas encore peut-être répertorié. Ça va sortir bientôt. Voilà. D'accord. Bon, je pense. C'est moi qui me suis emballée. je ne suis pas experte en anglais, mais à mon avis, Next Time, c'est Next Time la prochaine fois. Hein, donc. Ouais, d'accord. Voilà. Donc pour une mise à jour. Bon, nous avons fait Sherlock Holmes et le. Quelle note alors? Alors moi, j'aurais noté 7. 7 sur 10. D'accord. Oui. Alors, je répète son nom, Vibromasseur Clitoris et .g, G-Force de la marque Satisfyer sur rudesplaisirs.com. Je crois que c'est Laurent qui va repartir avec, si j'ai bien compris. Merci Leslie, merci beaucoup. On va continuer avec Muriel qui nous a rejoint. Bonjour Muriel. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour Laurent Carilla. Je vous appelle par rapport à... Alors moi je suis une passionnée, j'ai pas d'addiction, je suis une passionnée de la vie, des belles rencontres qu'on fait par hasard. Je me passionne de plein de choses, de vieilles voitures. J'essaye la musique mais j'ai pas l'oreille donc ça a été catastrophique. Voilà, j'adore lire, voilà, je me passionne de plein de choses. Super. Voilà. Oui. Et puis la vie est belle, c'est vrai. Alors les paysages. Ah oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Et ça, c'est quand même. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est la même chose. On a entendu tout à l'heure une auditrice qui était aussi passionnée par la vie, et on voit bien. Et du coup, vous n'avez pas d'addiction. Bah, tant mieux. Non. Mais c'est intéressant de remarquer ça, Laurent. Tout le monde n'est pas addict de toute façon. C'est vraiment une minorité de gens qui sont addicts. Heureusement d'ailleurs. C'est clair. Et alors, les vieilles voitures, ça vous vient d'où ça?
Bonne question. Mes parents n'étaient pas du tout dans ça. Parce que je trouve que elles ont une âme. Il y a des odeurs, il y a une histoire. Et puis ce bruit, pour moi, ça transmet plein de choses, quoi. Voilà. C'est drôle. Vous parlez presque d'une personne là, quand vous parlez d'une vieille voiture. Tout à fait. Ouais, mais je revis ce que d'ailleurs quand je suis dans la vieille voiture, les gens viennent vers moi, me disent là, ma grand-mère avait la même, voilà. Et du coup, les gens viennent vers vous et racontent leur histoire de vie, et c'est passionnant, quoi. On fait des rencontres passionnantes. C'est quoi votre vieille voiture alors? C'est une vieille Fiat 500. Ah oui. Voilà. Ça doit encore une fois s'inscrire sur un souvenir important que vous avez forcément oublié, mais qui est là, présent. C'est pas grave, encore une fois, hein, ça vous fait pas de mal, au contraire, ça vous fait du bien. Donc, c'est clair. Tout à fait. Alors moi j'appelle par rapport à l'addiction. Alors j'ai mes ados, grands, 23 et 20 ans, qui sont toujours sur ce fameux portable, comme disaient les auditrices précédentes. Une dépendance à table, il faut rappeler que ils en oublient l'autre, ils en oublient la communication, et c'est problématique. C'est problématique. Voilà. Alors moi j'essaye de m'en détacher, mais c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, hein, on va chercher une info, puis on y reste une demi-heure facilement. Hein. On rebondit sur d'autres infos. Enfin, ça nous amène aussi. Hein, ça nous conduit ça nous tient, je dirais. À partir de quand, finalement, Laurent Carilla, ça commence à être un problème, parce que on est tous à faire comme Muriel, enfin je veux dire. Oui. Ça devient quand on perd contrôle de notre comportement avec ce téléphone, quand on a un usage compulsif de ce téléphone, on peut pas s'empêcher de le consulter, quand on a des envies irrépressibles de se connecter en permanence, quand c'est un usage régulier, mais pris seul, ça veut rien dire, parce qu'on a un usage régulier du téléphone, et c'est surtout quand on a des conséquences sur notre vie, physique, psychologique et de sociale. Ça, c'est les grands critères de l'addiction, pendant au moins 1 an. Mais il y a en plus tous ces symptômes à côté, comme la nomophobie, c'est-à-dire la peur panique d'être séparé de son téléphone. C'est associé à ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, c'est la peur de rater quelque chose qui se passe sur le téléphone. Le phubbing, donc snober l'autre avec son téléphone. Il y a aussi un autre symptôme qui s'appelle l'atazagoraphobie. C'est vous envoyez des messages, vous recevez pas de réponse tout de suite, et vous commencez à être complètement paranoïaque, à paniquer. Alors si une fois c'est pas grave, mais quand ça se répète, vous voyez. Donc c'est vraiment tous ces symptômes-là présents pendant au moins 1 an. On est dans un usage excessif. Après, dans le livre Docteur Addict ou pas, il y a un questionnaire justement où, en fonction du score, on sait exactement où se trouve. Oui, donc déjà vous pourriez faire ce questionnaire, à vos fils. Ah oui, tout à fait. D'accord, oui, c'est une bonne idée. D'accord. Sous forme de jeu. Dialogue. Voilà, d'ailleurs, sous forme de jeu, on fait le questionnaire. D'accord. Et puis comme ça, vous saurez s'ils sont à quel niveau. Voilà. Quel niveau de dépendance. D'accord. Oui, puis peut-être que ça leur portera à réflexion aussi. C'est vrai. C'est même plutôt quel niveau d'usage problématique, c'est plutôt ça. Parce qu'on parle pas d'addiction au téléphone, ça veut rien dire, on parle d'addiction à ce que le téléphone génère. En fait, quand on va sur le téléphone, on va sur les réseaux sociaux, on va sur, de la pornographie en streaming, des paris en ligne, etc. C'est ça les phénomènes d'addiction plutôt. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même un phénomène actuel qui devient inquiétant, parce que quand on est par exemple je sais pas, n'importe quoi, en réunion, notre téléphone sonne, normalement on n'a pas à y répondre. Si on peut pas s'empêcher d'y répondre, c'est que quelque part déjà on a du mal à. Mais ça peut être juste un usage problématique sans être que ça soit une addiction. Bien sûr, j'entends bien. Et après il faut savoir un peu en adulte, vos enfants sont grands en plus, donc ils peuvent plus ou moins réguler leur consommation. C'est plus difficile quand vous laissez tout et n'importe quoi à des enfants, quoi. Ça c'est sûr. Et puis, je crois que ce qu'il faut toujours arriver à remettre en place, c'est sa relation aux autres. Et le téléphone, le doudou, devient un tiers s'il prend la place, trop de place dans notre relation aux autres. Après, si on est... Tout le monde, de toute façon, tout le monde a un téléphone. Donc, on a tout. Et nous sommes obligés. Nous sommes obligés d'en avoir. C'est ça, on peut pas dire, voilà. Oui, et je dirais même que
c'est aussi très pratique pour des tas de choses. Et si on n'en a pas, on se marginalise aussi. Donc, c'est pas possible de pas en avoir. C'est clair. On arrive en retard, on peut prévenir. Enfin, ça a quand même aussi énormément d'avantages. Enfin, moi, je pense qu'il faut y voir tous les avantages que ça apporte. Et puis après, essayer de rester quand même dans une société qui est avec les autres et pas avec son téléphone, quoi. C'est tout. Oui, c'est vrai. Éduquer. C'est ça que vous pouvez expliquer à vos fils, tout simplement. Oui, tout à fait. D'accord, ouais. Et d'autre part, l'addiction aussi dans la famille, je voulais aussi souligner l'addiction à l'alcool dans la famille. Du coup, avec deux membres de la famille à distance, il y en a un qui l'a caché et du coup, il a fait un malaise qui assez flagrant devant tout le monde et du coup, il a été hospitalisé, suivi pendant 1 mois dans un centre. Et justement, je me posais la question, est-ce que la systémie peut aider dans un cas d'alcoolisme? C'est une thérapie qui est adjuvante en fait. C'est-à-dire que on va traiter le malade, donc le malade on va traiter sur son addiction, mais pas que. Il faut voir ce qu'il y a comme problème sous-jacent personnel, psychiatrique, physique, etc. Et oui, on peut envisager une thérapie systémique en fonction du contexte, bien sûr, mais ce sera une thérapie en plus. Ah, d'accord, ok. Ouais. Seule, elle ne résout pas. Seule, ça ne résout pas. Parce qu'il y a le système famille, enfin, dans son cas, lui, son papa était, et il s'est inscrit dans ça, dans la continuité. Il le déposait, il a déposé comme tel, il a dit qu'il allait devenir comme son papa. Donc pour lui, ça peut être ajouté dans la thérapie, tout à fait. D'accord, très bien, ok. Très bien. Et voilà. Donc du coup, il s'est rendu compte en suivant que grâce à ce bilan, il est suivi. Il est devenu grand-père en suivant. Super. Et du coup, aujourd'hui, c'est une personne qui revit, qui croque la vie à pleines dents et qui, on est ravis. On est ravis parce que il faut dire quand même que pour l'épouse, ça a été terrible. C'est terrible difficile, et pour les enfants aussi. Déjà de le nommer, de le nommer déjà. Mais l'entourage souffre beaucoup quand quelqu'un est dans l'addiction. Il faut aider l'entourage dans la prise en charge aussi, de toute façon. Il y a des associations comme Al-Anon pour les membres de la famille qui sont touchés par l'addiction, mais pas directement. Ah, parce que justement, malheureusement, je trouve qu'elle s'est retrouvée bien seule, son épouse, et ça j'ai trouvé dramatique parce que elle l'a porté comme elle a pu. Et du coup, il y avait beaucoup d'appréhension pour le retour, la prise en charge, l'accompagnement, parce que il faut du tiers là. Mais il y a des associations comme Al-Anon justement qui aident les conjointes et les conjoints, même les enfants. Eh bien, merci Muriel, en tout cas, de votre témoignage. On va conclure dans un instant avec un témoignage tout à fait positif, je pense. C'est Patrick qui va prendre la parole. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec nous. Vous pouvez, je le rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est important. Dans ce livre qui est sorti, Docteur Addict ou pas, point d'interrogation, aux éditions HarperCollins, vous avez un test pour chaque activité, chaque comportement, et comme ça, vous saurez si vous êtes un petit peu trop à boire d'alcool, la cigarette, le jeu, les jeux vidéo, la pornographie, les réseaux sociaux, le smartphone. On a parlé il y a un instant. Le bronzage, tout. Ah oui, c'est vrai. Oui. Enfin bon, c'est un livre très complet. Vraiment, c'est un livre formidable. Je vous le conseille. C'est un livre à avoir dans sa bibliothèque. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Donc vous n'avez pas d'addiction, tant mieux. Oui, j'ai des petites habitudes pas très bonnes, mais je pense que dans la courbe, il faudrait que je fasse les tests du livre de Laurent. Mais je pense pas être dans l'addiction. Peut-être parfois de mauvaises habitudes, mais pas dans l'addiction. Tant mieux. Et quand potentiellement ça aurait été des addictions, à chaque fois j'ai mis un frein ou une impossibilité. Par exemple, très jeune, j'ai refusé de fumer la cigarette parce que je pensais bien que la nicotine allait être, vu les comportements des autres, allait être très addictive pour moi et que je voulais pas rentrer dedans, donc j'ai pas mis un doigt dedans. En fait, parce qu'après j'aurais été trop faible pour résister.
Très bien. Oui, donc vous avez une bonne capacité à vous protéger de vous-même. Voilà, j'ai peut-être parfois sur des petites problèmes alimentaires un peu moins, mais ça je me protège aussi. Par exemple, je fais en sorte de ne pas acheter de fromage en grande quantité ou charcuterie, parce que si j'en ai au frigo, je défonce le frigo et c'est pas bien. Oui, c'est bien. Vous régulez. Vous avez vous connaissez, vous savez quels sont vos petits péchés et puis vous évitez de vous tenter. Ouais. Oui. Bien sûr. La seule passion que je peux pas résister, c'est l'amour en fait. Mais ça, c'est plein de bonnes choses, l'amour. Voilà, et donc c'est la chance que j'ai, parce que là, on n'est pas seul dans ces cas-là. On a besoin de rencontrer quelqu'un quand même. Donc, et c'est vrai que depuis maintenant 7 ans, je suis avec ma femme et j'ai rencontré à la fois de la passion mais de la raison en même temps. Donc c'est d'ailleurs assez étonnant dans notre parcours, puisque je pense qu'elle initialement, et c'est pour ça que ça s'est pas fait tout de suite et qu'il y a une longue période sur laquelle nous sommes côtoyés, mais on n'était pas ensemble, une sorte de longue période où je lui ai fait la cour, parce qu'elle recherchait, à mon sens, peut-être initialement plus de la passion, mais au fil du temps, elle a aussi voulu peut-être construire quelque chose de plus solide, donc c'est ce que j'étais, et avec elle aussi, ce que j'ai fait par la suite, moi, je suis aussi tombé dans la passion. Donc, si je comprends bien, au début, c'est vous qui étiez amoureux d'elle, c'est ça ? Oui. Et là, vous avez ramé un petit peu et vous avez gagné la partie, c'est ça ? Non, on a gagné ensemble parce qu'en fait, on ne force pas à être. On peut juste être aimable. J'entends bien, mais si vous aviez pas, si vous avez persévéré, sinon, vous seriez perdu de vue. Et dans la persévérance, je pense qu'il y avait justement, s'agissant de la passion, comme elle était plutôt sur des relations passionnées. Antérieurement, qui donc peuvent être aussi un peu destructrices ou c'est un peu compliqué. L'avantage du temps et ça a été démontré que une relation confortable avait aussi fort intérêt entre guillemets. Oui, mais on apprend d'avoir quelqu'un de stable. Ce sera notre sujet demain, mais on peut aussi apprendre à aimer et quand on s'attache tout doucement à quelqu'un et qu'on finit par l'aimer, en général, c'est des relations qui sont plus durables que la passion qui démarre comme un coup de foudre. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais il me semble, à vous écouter, Patrick, que ce soit par rapport à la cigarette ou par rapport à l'amour, il me semble que vous avez une bonne capacité à vous diriger vers ce qui vous va bien, ce qui est bon pour vous. Il a fallu un peu de temps aussi. Hein. Non mais évidemment, vous n'avez pas de baguette magique, Patrick. Non mais ça me semble assez régulé. Assez régulé chez vous. C'est une grande chance. Parce vous avez appris à vous réguler en tout cas. Oui, voilà, exactement. Parce que plus jeune, non, parce que même plus jeune, j'avais aussi certains réflexes qui sauvent un peu, même si c'était un peu plus compliqué parfois. Mais non, vous avez raison. Oui, et ça c'est une grande chance parce que ça n'empêche pas d'avoir des désirs, d'avoir des pulsions, d'avoir des envies, des passions, mais on va pas trop loin, quoi. On sait. On connaît le curseur. Alors là-dessus, je pense que c'est aussi un héritage de mon éducation et de la sécurité émotionnelle que j'ai de mes parents. Donc, je pense que c'est aussi certainement. Ça joue un rôle important. Alors ça, oui, certainement. Quand on a la chance d'avoir eu une enfance, on va dire à peu près normale, ça aide. Oui. Mais surtout cette sécurité émotionnelle. Et d'ailleurs, à la fois, parfois, ça peut être à l'inverse. J'ai mis du temps à comprendre que tout le monde ne serait pas aussi gentil et bienveillant que mes parents. Et je pensais que le monde était plutôt basé sur ce système-là. Ça arrive aussi, mais c'est pas la norme la plus répandue. Donc, j'ai dû apprendre aussi à me protéger un peu et à pas simplement penser que parce que la vie allait être comme à la maison, mais que le monde allait être un peu plus parfois cruel ou en tout cas un peu plus égoïste entre guillemets. Oui, si on additionne tous les gens qui sont en effet un peu pervers, tous les gens qui sont manipulateurs, tous les gens qui sont menteurs, tous les gens qui sont dépressifs, tous les gens qui sont dans des addictions. Si vous additionnez tout, vous allez tout cumuler. Hein. Finalement, il n'y a peut-être pas un grand pourcentage de gens à peu près normaux. Vous avez raison, Patrick. Hein, on a tous des choses de toute façon. Oui, plus ou moins, mais
finalement, Patrick, oui, vous avez raison. Le monde n'est pas si facile. Si rose que ça, mais il en vaut le coup parce qu'il y a quand même des pépites, et même s'il n'y a pas des pépites, il y a quand même beaucoup de gens formidables et la vidéo de DQ. Mais il faut pas arriver la fleur au fusil, ce que j'ai eu tendance à faire parfois quand j'étais un peu plus jeune. Penser que la réciproque elle est de soi, que. Mais ça c'est un comportement tout à fait normal, Patrick. Quand on est jeune, on a tendance à penser que l'autre est comme nous. Hein. C'est d'ailleurs en principe quand on devient adulte qu'on commence à comprendre. Bien sûr. La maturité, ça joue un rôle important. Mais il y a des gens qui continuent à croire que, vous savez, par exemple, je prends toujours cet exemple, quelqu'un qui est un peu malhonnête, il est persuadé que vous allez être malhonnête avec lui. Oui, bien sûr. Et les plus grands paranos sont pas les plus gentils en général. Ouais, c'est vrai. La paranoïa, malheureusement, c'est un truc qui ne se soigne pas. Ça se stabilise. Oui. Enfin, quand on est au sens psychiatrique du terme, en tout cas, ça se stabilise. Oui, mais enfin, c'est quand même très compliqué. On le sait avec notamment la jalousie maladive, qui est de la paranoïa. C'est très compliqué à soigner. Très dur. Bon, merci de ce témoignage positif, Patrick. Et puis continuez, parce que l'amour, c'est une très très bonne addiction. Une très bonne addiction drogue. Positive. Pour reprendre l'expression de Laurent Carilla. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Laurent. Je crois qu'on a, fait Brigitte. Une émission riche où on a abordé plein de sujets différents et à chacun de s'y retrouver. Et si vous voulez faire les tests, c'est dans Docteur Addict ou pas. C'est aux éditions HarperCollins. Demain, avec Sandy Boulanger, on va apprendre à s'aimer. Et puis, tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan. Sud Radio. Amis auditeurs, amis de Sud Radio, merci. Vous êtes aujourd'hui 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci infiniment. À très bientôt sur les stades de rugby. Sud Radio, parlons vrai.